Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier intitulé « Médecin, être un homme heureux ». Je me présente, je m'appelle Elsa Delfos, je suis chargée de mission prévention et solidarité au sein de l'ISNAR-IMG et je suis également interne à la faculté de médecine de Saint-Étienne. Tout d'abord, commençons par vous expliquer pourquoi nous avons souhaité animer cet atelier. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes dans la lumière et pas les autres ? Vous avez sans doute entendu lors des présentations précédentes que l'ISNAR-IMG a réalisé une enquête santé mentale auprès des étudiants, externes, internes et jeunes médecins sur l'état de santé mentale qu'ils pouvaient présenter. Et cette enquête nous a montré qu'environ un quart des répondants présentaient des idées suicidaires. Voilà, messieurs, dames, vous représentez environ un quart de la salle. On va mettre un peu plus de lumière là dans cette salle. Je pense que c'est un peu trop dans le noir. Merci. Bon, c'est pas exactement le chiffre que j'aimerais avoir, mais on n'est pas très loin. 66%. Voilà. On a 66% de nos étudiants et jeunes médecins qui ont répondu présenter des troubles anxieux. Voilà, c'est le constat que nous avons fait et c'est un constat que vous ressentez sans doute chaque jour au quotidien lorsque vous allez travailler. Les mots sont forts, cette situation peut sembler alarmante et elle l'est. Mais il n'en reste pas moins des solutions possibles pour améliorer le bien-être de tous. Ce matin, nous avons souhaité nous interroger sur les difficultés psychiques et les leviers d'action qui existent pour les prévenir. Cet atelier se déroulera selon le plan suivant. Nous allons commencer par aborder la question des premiers signes de mal-être et des solutions qui peuvent être apportées à ceux qui souffrent et ne savent pas toujours vers qui se tourner. La seconde partie s'attachera à vous exposer des solutions organisationnelles qui vous permettront d'aménager votre travail sous le prisme des risques psychosociaux. Enfin, nous finirons notre intervention par vous, internes, et par les possibilités facultaires qui peuvent s'offrir à vous pour améliorer votre bien-être. Nous espérons sincèrement que ces contributions vous apporteront la pierre nécessaire à bâtir cet édifice qui, je l'espère, vous aidera à faire de vous des hommes heureux. Pour présenter ces 3 clés, nous avons l'honneur d'accueillir 4 intervenants. Tout d'abord, nous souhaitons adresser un particulier remerciement à Madame la professeure Isabelle Richard, conseillère santé auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci également à Monsieur Daniel Depoisier, ergonome, spécialiste en ressources humaines, dirigeant associé de la société Actem Conseil, basée à Lyon. Nous remercions également le Dr Henri, président de l'association SPS, Soins aux professionnels de santé, médecin généraliste. Et enfin, merci à Dr Hoche, auteur du blog drk.org, médecin généraliste également. Concernant nos liens et conflits d'intérêts, nous déclarons que l'ISNAR-IMG a participé de façon active à l'enquête santé mentale. Nous déclarons également avoir été invités au colloque SPS qui s'est tenu en décembre dernier. Vous, nous, sommes tous en contact permanent avec la maladie, la souffrance et la mort.
Le personnel soignant dans son ensemble est susceptible de s'engager dans des processus de transfert d'angoisse et de souffrance. L'association SPS nous a livré plusieurs témoignages qu'elle a pu recueillir. J'en ai sélectionné un, similaire à beaucoup d'autres. Claire, 40 ans, médecin, est en situation de surmenage. Sous pression depuis 2 ans, elle se sent dépassée, elle a du mal à lâcher prise et craint le jugement des autres. Elle parle de ses pleurs et angoisses. Claire a été orientée vers un psychiatre car il lui faut trouver un traitement adapté, cesser l'automédication et trouver un lieu d'écoute. Nous allons commencer par la présentation de Dr Hoche. Et nous avons cette question. Dr Hoche, vous êtes médecin généraliste et avez vécu à titre personnel une situation d'épuisement professionnel, mais vous avez su rebondir. Nous vous posons la question suivante. Comment reconnaît-on une personne en souffrance et comment réagir face à ce mal-être? Dr Hoche, vous avez la parole. Bonjour. Alors, attendez que j'adopte ça. Voilà. Merci à l'ISNAR pour l'invitation et qui me donne l'occasion de parler de quelque chose qui me concerne moi-même et qui me tient beaucoup à cœur, la souffrance des soignants. Alors, je suis généraliste en libéral, j'ai 56 ans et j'ai débuté ma carrière libérale par une dizaine d'années d'exercice en milieu rural, avec tout ce que cela comporte à l'époque. On va peut-être mettre là un truc aussi. Voilà. Donc, bon, des horaires à rallonge, des kilomètres de visite à domicile, sans régulation pour les astreintes, etc., etc. Puis j'ai déménagé vers le sud-ouest de la France pour y pratiquer là une médecine de ville, en cabinet de groupe, avec moins de gardes, avec une amplitude horaire moindre et une régulation pour les gardes, mais aussi avec une augmentation des tâches administratives chronophages, des pathologies complexes, des incivilités, etc., etc. En 2010, un événement tragique familial déclenche chez moi une cascade de souffrances morales, se traduisant par une irritabilité accrue, un repli sur moi-même, des accès de colère, des troubles du sommeil, une perte de 26 kilos, etc., etc. Je finis par quand même reconnaître les signes d'alerte, mais cela ne donne lieu chez moi qu'à une automédication assez inefficace. S'ensuit une traversée du désert qui dure 3 ans, qui finit par se résoudre progressivement grâce à une adaptation de mon activité, notamment au niveau de l'horaire, et surtout une psychothérapie longue, et je m'en sors petit à petit. Et puis tout aussi progressivement, je laisse de nouveau mon temps de travail se rallonger. Je prends en charge des groupes de thérapie cognitive en plus de mon travail de généraliste. Je suis devenu maître de stage et même président du collège départemental des généralistes enseignants de mon département. Et en février 2016, une embolie pulmonaire bilatérale massive qui est rattrapée en in extremis m'oblige pour la première fois de ma vie de m'arrêter de travailler. Je m'arrête pendant 2 mois et je reprends le travail malgré d'importantes difficultés respiratoires, une hyperfatigabilité importante. Et 7 mois plus tard, j'arrive un matin à mon cabinet et devant ma secrétaire effrayée, je fais une attaque de panique sévère qui donne lieu à un transfert aux urgences parce qu'on avait bien sûr cru qu'il s'agissait de nouveau d'une récidive d'une embolie pulmonaire. Cette première attaque de panique a été suivie par 3 autres pendant le week-end. Mais le lundi, je retourne au travail. Il me faut 4 alprazolam 0,5 pour tenir la journée. Et je tiens 3 jours. Le 3e jour, je me trouve incapable de me lever le matin. Et c'est à ce moment-là que je sors un petit papier que j'avais dans ma poche depuis 6 ans et sur lequel était inscrit le numéro d'appel de l'association MO. Et je téléphone. Alors, pourquoi je vous raconte ma vie et pourquoi je vous fais un récit si détaillé de ce qui m'est arrivé? Eh bien parce que cette histoire n'est pas une exception dans ce contexte de souffrance d'un soignant. Et pourquoi je n'ai pas appelé au secours plus tôt?
D'abord, par la peur d'être stigmatisé comme un médecin plus capable, plus apte à faire son travail, par honte et un certain un sentiment de culpabilité, honteux de quoi? Honteux de laisser tomber mes patients, de laisser tomber mes confrères, de laisser tomber même ma famille, et une certaine culture du tenir à tout prix, du médecin qui fait le don de soi-même, coûte que coûte. Et enfin, une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, j'avais en moi une intuition d'une certaine fatalité inévitable. Je savais en moi-même que téléphoner et demander de l'aide dans cette situation où j'étais à ce moment-là, c'était ouvrir une boîte de Pandore sans retour possible. Si on regarde un peu de plus près ce récit, on se rend compte d'autres petits problèmes. D'abord, le mythe de la surcharge de travail. Alors, l'idée d'un sujet fragile, trop sensible, qui n'est pas fait pour ce boulot, qui craque face à la surcharge, est tout simplement fausse. Car pour tenir 6 ans, comme je l'ai fait et comme font beaucoup d'autres dans mon cas, il faut quand même une sacrée dose de force et de persévérance. Donc ça, on l'oublie. Aujourd'hui, il devient de plus en plus évident que le moteur de la souffrance des soignants n'est pas la surcharge elle-même, mais le travail empêché ou encore plus la qualité de travail empêché. Alors c'est l'infirmière qui passe plus de temps à remplir les documents de traçabilité que de soigner réellement ses patients. C'est la salle d'attente qui empêche le médecin de conserver le temps d'écoute nécessaire pour prendre en charge un dépressif, etc., etc., etc. Donc toutes ces causes-là, on les connaît, mais on n'en tient pas tellement compte actuellement. Alors, dans ce contexte-là, comment pratiquer une prévention efficace? Tout d'abord, ce qui frappe lorsqu'on regarde de près, c'est la banalité, le manque total de spécificité des signes, des symptômes que l'on ressent lorsqu'on rentre dans ce processus, dans cette spirale de souffrance. C'est d'abord une fatigue importante, mais inexpliquée, qui est permanente. C'est une lassitude, une labilité émotionnelle, une irritabilité. Mais en fait, quand on est vraiment dans le feu de l'action, dans cette spirale, on ne s'en rend pas tellement compte. C'est plutôt l'entourage qui constate des modifications de l'humeur et des modifications du comportement de la personne emprunt à ce problème-là qui fait le diagnostic. Alors, s'y ajoute en plus un certain déni, cette honte, cette crainte de stigmatisation dont on a parlé. On peut parler aussi d'une certaine inégalité liée au mode d'exercice, parce que si les médecins et les soignants en milieu hospitalier, toutes ces personnes salariées ont un certain nombre de dispositifs à leur disponibilité, voilà. Comme la médecine du travail, le CHSCT, les psychologues, etc., etc. Chez les libéraux, il y a un manque total de ces instances-là, il y a un isolement important, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une contrainte financière qui fait qu'on hésite beaucoup avant de s'arrêter et avant de s'avouer ne plus être apte à travailler. Quelles sont les pistes pour une prévention? Alors, il y a une chose qui fâche parfois, mais qui, à mon sens, est vraiment nécessaire. Il faut enfin parler d'une visite obligatoire de médecine du travail pour tout le monde, y compris les libéraux. Et cette visite de médecine de travail doit tenir compte des risques psychosociaux et les dépister activement. Il y a aussi l'idée d'une surveillance confraternelle bienveillante. Et c'est tout particulièrement intéressant pendant l'internat, parce que les occasions de la mettre en œuvre sont multiples. Je pense notamment aux ateliers d'échange pratique ou aux entretiens de tutorage, où les tuteurs doivent d'emblée chercher les signes d'une souffrance chez les internes, mais aussi, et c'est important, il faut que les barrières dont j'ai parlé tout à l'heure, cette honte, cette culpabilité, cette peur d'être stigmatisée, s'effacent petit à petit pour que la personne en phase à cette souffrance puisse parler librement à son tuteur, à ses coës internes, à ses collègues au travail. Et enfin,
Bon, il y a les réseaux, mais on va en parler avec Éric Henry tout à l'heure un peu plus en détail. L'association Soins aux professionnels de santé, Expression de soignants, qui est un nouveau blog qui vient de sortir, mais ça c'est Éric qui va vous en parler. Mon blog à moi, Dr K, dont je vais vous parler en quelques mots. Mais ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais bien dire aussi ici devant vous, c'est que si on veut vraiment changer quelque chose, parce que le fait de dépister, de prendre en charge, c'est bien beau, mais si la personne retourne au travail et retrouve exactement les mêmes conditions qu'auparavant, on n'a rien fait. Le vrai travail que vous aurez à faire et que nous aurons tous à faire, c'est une réflexion en profondeur et sans tabou sur ce qu'est la santé ou sur ce que nous voulons que la santé soit, sur le système de soins qui l'entoure et sur le rôle que nous voulons pour nous, médecins généralistes. Alors, je vais juste dire un tout petit mot sur les questionnaires de dépistage et d'auto-évaluation. Bon, vous les connaissez certainement tous, le Maslach-Bernard Inventory, le screening 12 phases, le Karasek, etc. Vous les trouvez facilement sur Internet et sur nos sites respectifs d'ailleurs. C'est un moyen quand même de s'auto-évaluer qu'il ne faut pas négliger. Moi, personnellement, je suis plus enclin à proposer des groupes de parole dans les différentes instances, auprès des internes, auprès des médecins, dans le cadre de la maîtrise de stage, etc. C'est important et c'est malheureusement pas utilisé suffisamment. Les thérapies anti-stress, la MBCT, la thérapie cognitive basée sur la mindfulness, les groupes Balint, la sophrologie, tout ça, il faut former tout le monde, il faut que ça se mette en route tranquillement. Je suis en retard, je sais. Et juste un tout petit mot sur le site drk.org. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un site de témoignages anonymes. Il est destiné aux professionnels en souffrance pour qui prendre le téléphone et parler de leur souffrance reste un obstacle difficile à franchir. L'idée, c'est d'avoir en face des interlocuteurs qui sont passés par là, comme moi-même, qui savent de quoi on parle. Et croyez-moi, les gens qu'on rencontre qui ont fait un burn-out, on se comprend sans mot dire. Et on est en lien, et on va l'être de plus en plus avec le réseau santé pour les professionnels de santé. L'idée, c'est de sortir de l'isolement, d'avoir le fait de témoigner chronologiquement et de mettre tous les détails de ce qui se passe a quand même une fonction cathartique importante. On se rend compte par où on est vraiment passé pour en arriver là, et c'est important. Et le fait d'avoir un thésaurus de témoignages de ce type-là, je pense, aidera à faire bouger un peu les choses. Et dernière chose, si vous avez vous-même des problèmes, ou si vous connaissez des internes qui ont des problèmes, ne restez pas seuls. Il faut prendre contact avec les réseaux, il faut en parler autour de vous, il faut dépister et réagir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Hoche, pour cette intervention. Dr Henry, vous êtes président de l'association SPS. Pouvez-vous nous expliquer, au sein de votre association, quels constats vous avez pu faire et quelles solutions vous apportez ? Vous avez la parole. Bonjour à tous, doctoresses et docteurs, futurs humains heureux. Alors, SPS, à l'origine, c'est un monsieur de 82 ans qui s'appelait Pierre Carillon, qui avait dans l'idée, dans les années 2000, de créer des structures pour recevoir tous les soignants en détresse en clinique spécialisée. Et donc, il s'était adressé à d'autres structures qui ne pensaient faire ça que pour les médecins. Et comme ils sont rentrés en conflit, il est parti 12 ans avec son idée dans sa tête. Et il est donc venu croiser une dame qui travaille avec moi, qui s'appelle Catherine Kornibert, qui est une pharmacienne talentueuse en communication et en contact. Et grâce à Pierre, Catherine et un autre monsieur qui s'appelle Daniel Seffer et Didier Sicard, nous avons créé SPS pour nous mettre au service des soignants français et dérouler le tapis rouge de ce qu'ils voulaient pour être pris en charge et n'avoir aucun trou dans le filet. Je suis breton. Je suis un généraliste comme vous. J'ai choisi d'être médecin généraliste. Je n'ai jamais passé le concours pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai été généraliste par dépit.
Je fais de la nutrition où je rencontre beaucoup de souffrance avec les gens qui cherchent à maigrir parce qu'ils ont des problèmes psychologiques qui sont liés à tout ça. Et j'ai été aussi formé par Jean-Louis Terra, qui est pas loin d'ici, et je suis labellisé prévention du risque suicidaire. Pourquoi ? Je suis un fils de suicidé de l'éducation nationale des années 70, et je déplore dans notre pays que dans les années 70, à cette époque, il y avait 13 000 morts par suicide, et qu'aujourd'hui, à la même époque, nous avons toujours 13 000 morts par suicide. Il n'a pas été mis en place de politique de santé et de prévention du risque suicidaire qui a été valable, même si des gens s'y sont investis beaucoup, dont Jean-Louis, et Jean-Louis a fait sa critique. Et donc Jean-Louis est dans notre groupe SPS, justement, pour qu'on arrive enfin à faire déclencher au ministère une vraie politique de santé dans l'axe de la prévention du risque suicidaire. Donc j'attends beaucoup de Madame Buzyn. Première étude que nous avons faite, 50% des soignants ont répondu qu'ils pensaient avoir fait un burn-out et qu'ils pensaient qu'ils allaient en faire un dans leur carrière. C'est énorme, c'est 1 sur 2. 50% disaient ne pas savoir à qui s'adresser lorsqu'ils étaient dans cette douleur profonde, comme 24% chez vous. À qui je vais dire ça ? Qui est capable d'entendre ce message que je suis un futur suicidant ? J'ai des idées qui sont très pointues pour certains, très peu pour d'autres, mais c'est quand même des idées suicidaires. Le simple penser de se dire « si j'étais mort, ça serait quand même plus cool », c'est une idée suicidaire. Et j'ai des patients qui achètent la corde et qui l'emmettent dans le coffre de leur voiture et je vais le chercher avec eux dans le coffre de leur voiture. Mais ça ne l'empêche pas, il est mort. Donc on ne pourra pas sauver tous les gens qui désirent se suicider, mais malgré tout, si on avait ça en tête tous les jours, on en sauverait un paquet. Et 50% pensent que leur souffrance psychologique pourrait induire la qualité de leurs soins. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas l'esprit à ce que vous faites, quand vous avez des idées récurrentes, une espèce de disque rayé qui tourne dans votre tête, vous ne pouvez pas être à l'écoute de vos soignants, de vos patients. Vous ne pouvez pas leur apporter le maximum de ce que vous savez faire. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez toujours en pleine forme quand vous prenez les gens en charge. Et c'est pour ça qu'il faut que vous ayez cette veille, et je remercie Youé de vous avoir présenté le cas, parce que c'est très rare les soignants qui acceptent de témoigner et de parler de ce qu'ils ont vécu dans leur cabinet, parce qu'ensuite, la stigmatisation pourrait apparaître, mais comme vous êtes bienveillant, vous ne le ferez pas. Et j'avais interviewé une autre femme qui était gynécologue, et vous irez sur le site d'Asso SPS et vous la retrouverez. C'est le deuxième colloque qu'on a fait au Val-de-Grâce. Elle a tout raconté. Je peux vous dire que dans la salle, il n'y avait plus une mouche qui volait. On a fait différentes études. Et là, c'est Didier Truchot, qui est aussi de Besançon, qui est un généraliste qui s'est spécialisé dans la psychopathologie. Et il nous a fait un truc super cette année, c'était les généralistes et l'impact sur les généralistes de toute cette affaire-là. Retenez une seule notion. Il l'a bien dit. Ce n'est pas la quantité de travail qui met les gens en burn-out. Vous êtes tous des travaillomanes. Vous êtes tous venus en médecine pour bosser comme des fous. Vous avez été sélectionnés sur ce mode-là. Donc la quantité de travail n'est pas une chose qui vous inquiète. Quantité de travail très bien organisée, jamais de burn-out. Vous pourrez déployer. Mais si un petit grain de sable se met dans la machine, c'est cassé. On peut aussi avoir un burn-out avec des gens qui ne travaillent pas beaucoup, mais qui sont très mal organisés. Ça marche aussi. D'accord ? Donc, faites attention, il faut ces deux choses pour passer en burn-out. Trop et mal. Les femmes sont plus touchées que les hommes. 75% des gens qui appellent notre plateforme sont des femmes. Alors, c'est pas parce qu'elles sont plus touchées, c'est parce que le monde de la santé se féminise énormément. Et donc, vous êtes le dernier rempart, je dirais, les internes de médecine, parce qu'on doit être à 70% chez vous, mais chez les infirmiers, c'est énormément féminin, les sages-femmes, etc. Donc, elles appellent beaucoup en épuisement professionnel. Et je vous rappelle, et ça c'est un truc important que doit véhiculer votre syndicat, c'est que la politique de santé de ce pays a été toujours écrite par des hommes pour des hommes. Moi, mon âge. Des fous qui travaillent 70 heures ou 80 heures par semaine et qui trouvent ça génial. Et quand on donne ça à des femmes qui vont avoir leurs enfants et qui ont d'autres occupations et elles ont le droit de ne pas vouloir faire des gardes, etc., c'est leur choix de mode de vie, il faut le respecter, eh bien, elles se heurtent à un mur d'incompréhension. Donc vous, les femmes de ce syndicat, vous devez prendre le pouvoir et vous devez imposer votre vision à vos collègues masculins de ce syndicat pour que la politique de demain écrite par les ministères le soit pour vous. Parce que si elle est bonne pour vous, elle sera bonne pour moi aussi, ne vous inquiétez pas. Vivre en couple protège du burn-out. Il y a une soirée de gala ce soir. Bon, j'ai déjà 6 gosses, c'est bon, mais voilà. Pour vous, profitez-en. Travailler en groupe serait protecteur. Qui a dit ça ? Lui, il le dit, mais moi je m'inquiète de ça, parce qu'il a fait des messageristes. Alors peut-être qu'à travailler en groupe, c'est intéressant en médecine générale, mais à l'hôpital, travailler en groupe, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a conflit avec la hiérarchie et conflit avec les collègues. Alors peut-être que le groupe libéral est suffisamment petit pour être familial, alors que l'autre groupe est trop gros et commence à déshumaniser. Donc réflexion là-dessus, voilà. Et c'est le travail empêché. Retenez cette notion. C'est vraiment la notion qui est sortie de ce travail. Quand on vous empêche de faire votre travail bien,
qu'on vous empêche de déployer les idées. Par exemple, quand vous serez interne et que vous direz « moi je veux un scanner thoracique » et que le radiologue te dira « non, je ne te le ferai pas parce que c'était nul », eh bien vous devez lui dire « oh là, toi tu es en train de m'empêcher là. Ça ne va pas bien se passer. Je vais aller en référer à mes chefs que tu es un empêcheur de tourner en rond dans cet hôpital. Sache que je suis étudiant et que je fais ma carrière grâce aux erreurs que je ferai en prescrivant. Donc tu dois me prescrire ce scanner pour me prouver que c'est une erreur. Merci. » Et ça, je l'ai vécu, je peux vous dire. C'est assez terrible, mais bon. Ensuite, on a fait une étude sur le sommeil aussi. Alors vous voyez, le sommeil, vous en perdez par rapport aux autres. Donc les études menées 1000 soignants, les infirmières 51%, médecins et internes dentistes 19%, aides-soignants 10%, psychologues, pharmaciens, kinés. Bon, moins de temps de sommeil pour tout le monde. Vous dormez moins que le reste de la population. Bon, vous êtes forcément plus fatigué. Près de la moitié pensent être privés de sommeil à cause de votre travail. Et puis, la majorité des soignants se plaignent d'insomnie. Mais ça a des conséquences sur... Hop, là, j'ai pas allé trop vite. C'était l'autre étude. Bougez pas, j'ai appuyé trop. Je suis bon, pas bon, voilà. Ça a une incidence sur la conduite automobile. Vous êtes une profession beaucoup plus exposée que les autres en risque automobile. Sachez-le. Donc quand vous faites vos gardes et que vous sortez de vos gardes, réfléchissez bien avant de prendre votre voiture. Les radars, moi je me les tape tous en sortant du SAMU la nuit. À 90, je rentre chez moi 120. Ça c'est des signes. Quand on commence à se taper les radars, c'est qu'on est fatigué. C'est qu'on ne gère plus. Quand on accroche sa voiture, c'est qu'on ne gère plus. Quand on casse un rétroviseur, c'est qu'on ne gère plus. Vous oubliez vos clés, vous ne gérez plus. Vous avez perdu votre dossier quelque part, vous ne gérez plus. Tous ces petits signes doivent vous montrer que vous êtes passé en stress niveau 1. Après, il y a le 2, donc il ne faut surtout jamais monter. Et puis, on a fait l'étude. Quand on a vu ce que vous avez fait sur le suicide, on s'est dit, tiens, on va se taper les vieux et on va leur demander à eux ce qu'ils en pensent dans leur cabinet. Globalement, ils sont à peu près sur les mêmes chiffres que vous. Alors là, on n'a pas affiné parce que quand un vieux dit à 25% « j'ai déjà eu des idées suicidaires », est-ce qu'il les avait eues déjà étudiants? Donc peut-être que c'est un reste d'étudiants. Toujours est-il, on va affiner ça. Là où on a sorti un truc génial, c'est pour la région, là quand on vient d'arriver, là qu'on voit tous ces champs et ces trucs, c'est que dans ce milieu rural, retenez bien ce chiffre, 39% des soignants qui vivent dans ce milieu rural présentent des idées suicidaires ou en ont présenté. C'est-à-dire que l'année prochaine, c'est quasiment un soignant sur 2. Donc il faut que les choses changent. Et comment on va faire ça? Nous, globalement, à SPS, grâce à ce chiffre, on s'est lancé dans la résolution des déserts médicaux. On a créé un groupe de 35 avec des start-up, des syndicats, tout, et on va résoudre le problème des déserts médicaux et apporter de l'aide à tous ces soignants qui sont empêchés dans leur campagne parce qu'ils n'ont plus de médecins prescripteurs. Donc on va leur redonner de l'avis, de la consultation, de toutes les manières qui soient, avec l'Internet, etc., des médecins volants, et voilà. La majorité n'en a parlé à personne. 50%, vous le savez. Donc moi, je vous ai annoncé que j'étais un fils de suicidé, que j'ai peut-être eu des idées suicidaires, mais je vous invite à dire à un copain, si vous en avez, qu'au moins cette personne soit la sentinelle de votre vie, et quand elle voit que vous êtes dans le maras, elle vient vous voir, elle vous dit « Et là, t'en es rendu où dans tes idées suicidaires? S'il te plaît, réponds-moi. » Et là, vous allez créer un vrai lien, et là, vous allez désamorcer. Donc c'est vraiment des méthodes, ça s'appelle les sentinelles. On va les écrire, parce que la FHF m'a demandé hier d'écrire un modèle avec elle, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des sentinelles républicaines qui s'installent un peu partout, mais vous êtes des sentinelles amicales, donc commencez déjà par vous protéger, vous, entre vous. Le suicide d'un confrère peut affecter la confiance et la qualité des soins, oui. Vous avez tous été au courant pendant les 2 ans des gens qui sont suicidés, et je viens d'apprendre, je l'avais lu hier, qu'une de vos collègues dermato s'est donnée la mort il y a peu de temps. Un truc comme ça, quand vous le lisez, vous vous posez des questions sur vous-même, donc forcément ça impacte votre vie, et forcément vous ne l'oublierez jamais tout au long de votre carrière. On n'oublie jamais les suicidés qu'on a eu à la fac, tous. Et le recours à un spécialiste d'une plateforme, des solutions privilégiées, il le demandait, comme il l'avait demandé, nous on l'a fait. Et on est aux ordres de nos mandants. On a mis en place la plateforme nationale d'écoute Interpro l'année dernière, en novembre. En une journée, la collègue Catherine est passée sur La Santé France 5. Le jour même, on avait 30 appels. Le lendemain, 30 appels. Le lendemain, 30 appels. Après, quand ça descend, qu'on n'est plus à la radio, ça descend 5, 5, 5, 5. Et dès qu'on fait une intervention, ça remonte à toute vitesse. Cette année, on est quasiment à 2000. En 31 décembre, on a quasiment fait 2000 actes. Donc c'est assez énorme. 100% de décrochés, 25 minutes envoyées par appel. Et ça, c'est pour les gens qui osent appeler. Donc, voilà toutes les analyses, donc vous irez sur le site, vous vous amuserez. Vous nous appelez qu'à 2% pour l'instant, mais on espère bien plus pour vous aider. Et puis voici la carte de France des régions où il faudrait mieux pas habiter. Tout ce qui est bleu marine, c'est Paris et le Nord. Ensuite, vous avez Rhône, on y est là.
Et en bas, vous avez Marseille. Et puis toutes les autres bleu ciel, c'est simple à retenir. C'est là où on fabrique de l'alcool ou on en boit. Regardez la carte, elle est facile à retenir. Hein. Donc on bosse avec ces ARS. Et là, aujourd'hui, je vous annonce, et ça c'est officiel, on l'a fait spécialement pour vous, pour que ça s'annonce chez vous, c'est que ceux qui appellent, c'est très bien, mais il y en a qui ne veulent pas appeler, ils veulent écrire. Et ils m'envoient des SMS, et je passe mes nuits à lire leurs SMS, à leur répondre pour les sauver. Et ça marche pas mal quand même, mais je suis un peu fatigué. Donc on a ouvert une expression écrite, et si vous allez là aujourd'hui, que vous ouvrez, vous y êtes, hein, c'est expression au pluriel de soignant.fr. Le but, c'est d'avoir une page où je m'exprime, c'est-à-dire je dénonce ce que je suis en train de subir, ou je dénonce ce que quelqu'un subit à côté de moi, et je veux le raconter pour que ça me serve de construction. Et nous, on va mettre dessus l'intelligence artificielle qui est capable de nous sortir les mots qui ont trait au suicide quand vous l'écrivez, ou le soir même, l'expression qui ressemble au suicide mais qu'on n'avait pas vue. Et grâce à ça, si vous osez mettre votre portable, je vous demande de le mettre, on vous appellera pour vous dire « Salut Sophie, j'ai l'impression que tu vas pas bien, tu nous as écrit, est-ce qu'on peut t'aider ?» Et ça, un appel dans la nuit ou un appel dans la soirée, ça sauve toujours les gens. Et la deuxième, c'est « J'agis ». S'il y en a chez vous qui sont en pleine forme, pong-pong comme moi, qui sont en pleine forme et qui ont envie de nous donner des solutions, qui disent « Moi, je voudrais faire ça, je suis sûr que ça marchera », vous l'écrivez. Vous mettez surtout votre portable et vous inquiétez pas. Grâce à vous, on va monter une vraie politique sur ce sujet-là qui tiendra la route et qui tiendra compte de ce que vous voulez, puisque vous voulez vous investir dans tout. Vous êtes les bienvenus. Je rappelle que nous faisons notre Assemblée Générale de SPS le 7 février et que nous aimerions bien avoir un représentant de votre syndicat à cet AG pour rentrer au conseil d'administration de SPS. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous aurons un temps d'échange et de questions en fin d'atelier. Ah, vous n'aviez pas fini toutes vos diapos. Alors, maintenant nous allons nous attacher à parler de l'organisation du travail. Donc, comme nous avons pu le voir sur les deux présentations précédentes, le cadre de travail peut être pourvoyeur de stress, avec des contraintes horaires, une absence ou une communication défaillante, et une organisation qui peut ne pas nous convenir et être pourvoyeuse de mal-être. Mais soyons optimistes et positifs. Les facteurs sont identifiés. Nous pouvons donc relancer les dés et aménager votre travail autrement. Monsieur Depoisier, vous êtes ergonome, spécialiste des risques psychosociaux. Pouvez-vous nous donner des solutions concrètes d'un point de vue organisationnel pour améliorer notre bien-être au travail? C'est à vous. Bien, bonjour à tous. Alors, solution concrète, le challenge est lancé. Pas si évident que ça, parce que du moment où on parle d'organisation, forcément, on va rentrer sur des particularités locales, de structure, historiques, culturelles, etc. Donc, ça demande de poser une analyse assez fine. Ce que je vous propose, c'est quand même de me présenter en quelques mots, parce que, pour le coup, je vais être transparent, moi je ne suis pas médecin, vous allez vite vous en rendre compte. Je suis ergonome de formation, et j'ai une deuxième casquette orientée gestion des ressources humaines, et actuellement je dirige un cabinet avec mon associé. On est une petite structure lyonnaise qui est spécialisée dans tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail pour prévenir les risques sur la santé au travail, justement. Donc on se positionne plutôt en prévention primaire et secondaire, même si vous allez le voir, on est amené à détecter un certain nombre de symptômes qui vont faire écho avec les présentations que j'ai pu entendre depuis ce matin. Aujourd'hui, on est mobilisé dans, j'ai envie de dire, tout secteur d'activité. J'ai une casquette un petit peu différente peut-être d'un certain nombre d'intervenants, puisque moi, les médecins et j'ai envie de dire les profils que vous représentez aujourd'hui, on est amené à travailler avec, à travailler pour et à intervenir parfois dans des structures, je pense à notamment des interventions dans le médico-social, où on rencontre des médecins dans le cadre d'entretien, d'observation du travail, et à partir de là, on construit avec eux justement, entre autres, parce qu'il n'y a pas que, bien entendu, des plans d'action pour essayer de répondre aux problématiques d'organisation. Donc aujourd'hui, mon métier, c'est plutôt de poser des diagnostics, ou ce qu'on appelle expertise aussi, c'est un cadre juridique un peu particulier, d'animer des formations et de mener des démarches d'accompagnement. Et j'insiste là-dessus, juste pour l'introduction, c'est que quand je parle de démarches d'accompagnement, c'est qu'on a aussi beaucoup de structures qui aujourd'hui pensent avoir posé un diagnostic et n'arrivent pas forcément à mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et on va en parler dans quelques instants.
Les difficultés dans la mise en œuvre sont souvent liées à un diagnostic qui reste un petit peu trop global et généraliste. Et du coup, quand on veut vraiment passer à l'action, on a un petit peu de mal à voir concrètement comment on s'y prend. Exemple, on détecte qu'il y a une problématique de charge de travail, qu'il y a une problématique de relations dans les équipes, de manque de communication, etc. On trouve souvent des plans d'action, je caricature un petit peu, mais pas tant que ça, où dans le plan d'action, on va retrouver priorité, renouer la communication, renforcer les liens. Oui, ok, mais comment ? On n'est pas forcément allé jusqu'à ce niveau de détail-là. Donc nous, la manière que l'on a trouvé de pousser un peu plus l'analyse, c'est de rentrer justement par une approche sur le travail en tant que tel. Revenir sur le très concret, sur l'activité qui est réalisée dans le quotidien. Et donc moi, mes compétences en ergonomie, je les complète avec mes collègues qui sont psychologues du travail et ergonomes. Et on intervient aujourd'hui, en fait mon introduction me permet de rentrer aussi dans le sujet petit à petit, on intervient sur des démarches avec des entrées par risque. Aidez-nous à poser un diagnostic sur les risques psychosociaux ou à construire un plan d'action en la matière, mais aussi des demandes qui commencent à être un petit peu plus ouvertes. Qualité de vie au travail, on pourra en discuter dans le cadre des questions sur la nuance qui peut être apportée. Par contre, ce qu'on voit aussi de plus en plus arriver, ce sont des demandes liées à des indicateurs qui sont déjà révélés. On ne nous demande plus qu'est-ce qui génère des RPS, mais on va nous dire on a des tensions dans les équipes, on n'arrive plus à faire le travail avec le même niveau de qualité qu'avant. On a des remontées de plaintes, etc., des problématiques de santé aussi. J'ai entendu un certain nombre de termes qui font tout à fait écho à ma pratique sur la notion de travail empêché, de qualité empêchée. Et donc, à partir de là, on essaie d'aller sur le terrain et de comprendre un petit peu plus ce qui se cache. Je ne vais pas m'attarder davantage sur la présentation. Bon, je prends un peu de souplesse sur le diaporama. Simplement, juste vous dire que derrière les RPS, ce qui nous permet, me semble-t-il, d'avancer dans notre pratique en toute humilité, c'est qu'on a ouvert le débat au-delà des seules questions de santé. Pourquoi ? Parce que nous, on a aussi vite nos limites. Moi, quand je mène des entretiens et qu'on détecte, qu'on me parle beaucoup de perte de sens, parce que effectivement, la question de ce qu'on met derrière santé est primordiale. Et quand on parle de santé, on va bien sûr bien au-delà des symptômes cliniques. On parle d'utilité, sentiment d'utilité, etc. Au travail. Et quand on rentre là-dedans, on s'aperçoit qu'il y a évidemment des liens qui sont à faire assez rapidement avec les questions de performance globale, de cohésion d'équipe. Et quand on parle de RPS, c'est ce que je vais vous proposer avec une petite grille structurée dans quelques instants, ça demande d'avoir une approche globale du sujet et surtout pas une entrée par thématique qui serait trop précise. Vous avez entendu tout à l'heure, la seule charge de travail ne suffit pas à expliquer le fait d'avoir tous les symptômes qu'on a pu décliner. Sinon, j'ai envie de dire qu'on serait tous dans ces situations-là. Du moment où on a beaucoup de boulot, c'est un peu inquiétant quand même. Donc heureusement, il y a des phénomènes d'équilibre et ce qu'on appelle une approche multifactorielle à développer. Hop, je vais passer directement sur ce que vous allez voir à l'écran. Voilà. Parfait. Je ne me rappelle plus si j'avais séquencé. Excusez-moi. Voilà, nous, aujourd'hui, dans nos modes d'intervention, on distingue ce qu'on range plutôt dans le registre des symptômes, conséquences, troubles. Alors, pardonnez-moi si je n'ai peut-être pas la même utilisation des termes que dans le milieu médical à proprement parler, mais voilà sur ce que vous voyez sur la colonne de droite, l'ensemble des éléments qui vont nous alerter, qui vont remonter pour nous dans le cas du terrain et qu'on va utiliser comme clé d'entrée et uniquement clé d'entrée. Ça peut être issu d'entretiens, ça peut être issu d'un certain nombre d'enquêtes, des questionnaires Karasek, etc., une multitude d'outils qu'on utilise ou qui ont déjà été utilisés et qui vont renvoyer à ces thématiques-là. Fatigue chronique, stress, burn-out, tentative de suicide, avec bien sûr les différents niveaux de graduation, mais pas que. Au-delà de la santé, on a aussi matière à investiguer les RPS quand on a des indicateurs sur le fonctionnement des équipes, des conflits émergents, des difficultés à travailler ensemble, entre pairs, entre homologues, mais aussi avec des métiers qui sont censés être complémentaires aux nôtres et pour lesquels on a du mal à se coordonner dans le quotidien. Et des fois, ça dégénère. Nous, on est souvent appelés avec ce que vous voyez à droite comme clé d'entrée. On a des conflits ouverts entre deux médecins ou entre médecins infirmières, aides-soignants, etc. Et du coup, on nous appelle comme si le problème, c'était le conflit. Sauf que justement, on s'aperçoit que dans, je ne vais pas dire 100% des cas, mais une bonne partie en tout cas, le conflit n'est que la traduction d'autres dysfonctionnements qui se sont déroulés en amont.
On n'a jamais bien clarifié qui fait quoi dans cette affaire-là. Il y a des systèmes de patates chaudes, il y a un historique, il y a la clarté des rôles qui n'a jamais été vraiment travaillée concrètement, au-delà des fiches de poste. Donc dans le quotidien, quand on se lève tous les matins pour faire son job, finalement, il y a des frontières qui ne sont pas si claires que ça. Et on empiète les uns sur les autres, ou on ne va pas forcément jusqu'au bout des choses telles que les collègues nous attendraient. On n'a pas la même vision de la notion de qualité du travail. Ça, plus ça, avec des effets boule de neige, ça peut effectivement se traduire par des situations de conflit, voire au-delà, avec des situations de violence, physique, psychologique et tout ce qui peut aller avec. Le troisième registre que vous voyez en bas, toujours sur ma colonne de droite, est plutôt du registre de l'impact sur le travail. Vous avez eu quelques échos aussi tout à l'heure. On n'arrive plus à faire notre travail avec le même niveau de qualité qu'avant. On a des difficultés à tenir les délais. On a des difficultés à ne pas commettre d'erreurs à un moment donné dans les productions finalement aussi, l'aboutissement aussi de notre métier. Et ça derrière, c'est vecteur aussi de contresens, de conflits de valeurs. Donc, toutes les réactions enchaînent. Vous voyez vite que je pense que par rapport aux présentations qu'on a entendues avant, les effets peuvent être en cascade et s'articuler. Tout l'enjeu, à mon sens, il est d'essayer de remonter justement sur les registres des causes. En tout cas, ça c'est mon travail à moi. Moi, on détecte des symptômes. N'étant pas médecin, je ne vais pas aller creuser sur un diagnostic médical. Par contre, ces alertes-là, on essaie, nous, de les rattacher à des situations concrètes. Quand vous perdez du sens, quand vous n'arrivez plus, justement, où vous avez ce ressenti de qualité empêchée, etc., on essaie de le rattacher à des choses de la vraie vie. C'est de nous donner des exemples assez concrets sur lesquels on va travailler, et à partir de là, aller chercher des actions qui soient concrètes. Alors, ce que vous voyez sur la colonne, pour le coup, de gauche, je ne vais pas faire d'inversion, sur la colonne de gauche, ce sont 6 grands registres de facteurs de risque. Et ce qui est important, ce n'est pas tant de vous les lister à l'après-vert, c'est de garder en tête qu'il faut surtout les articuler. Vous avez un premier thème qui est abordé là, qui est la notion d'intensité du travail. Enfin, je les ai mis dans le désordre, mais peu importe. L'intensité du travail, ça renvoie effectivement à la quantité de travail, mais pas que. La complexité, la question des horaires de travail, les débordements entre la vie pro, la vie personnelle, les questions d'équilibre qu'on peut avoir de plus en plus de mal à trouver. L'organisation matérielle, un travail interrompu, un travail dont les contours ne sont pas forcément bien définis, ou définis, mais pas forcément partagés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce sujet-là, par exemple, pris isolément, ne suffit pas à expliquer tout ce que vous voyez dans la colonne de droite. Ce n'est pas parce qu'on a un travail complexe, exigeant, etc., qu'on va avoir les symptômes qu'on voit à droite. Sinon, il y a une forme de déterminisme auquel je pense que par conviction, je me refuse en tout cas. C'est le côté optimiste que vous disiez en introduction. Donc on essaie de croiser, d'aller plus loin. Et on se dit, il y a bien des médecins qui sont en situation de surcharge de travail et pour autant qui ne développent pas ce type de conséquences. Oui, parce qu'il faut le lier à d'autres thèmes, comme par exemple la question de l'autonomie. L'autonomie, je n'ai pas dit l'indépendance. L'autonomie, pour moi, il y a un cadre de travail qui existe, et derrière, quelle marge de manœuvre on a pour jouer là-dedans. Et on a malheureusement certaines organisations du travail dans lesquelles on a un peu bafoué ou coupé court aux questions d'autonomie, et qu'on a l'impression d'être pieds et poings liés, et donc on n'a plus la possibilité de s'ajuster pour faire face aux problématiques d'intensité du travail. Les deux sujets sont liés. Je ne vais pas vous faire la démonstration avec les 6 que vous voyez à l'écran, mais on pourrait avoir cette logique-là. Vous retrouvez derrière la notion d'exigence émotionnelle. Oui, tout le métier dans lequel on est en relation avec la question de la souffrance, de la mort, relation d'aide à autrui, on sait qu'émotionnellement, c'est extrêmement exigeant. Pour autant, tous les métiers dans lesquels on rencontre ça ne mènent pas aux conséquences qui sont listées là. Parce qu'on voit, nous, des organisations, des fois les médecins nous disent clairement, bien sûr que c'est prenant, bien sûr que c'est exigeant. Mais si derrière, 4e chapitre, les rapports sociaux sont là, si derrière on a un collectif qui est soudé, qui fonctionne bien, avec des formes de soutien horizontales, verticales, etc., je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais ça permet de rééquilibrer, ça permet de garder du sens, et de savoir pourquoi on se lève le matin, et de garder un intérêt dans notre propre pratique. Vous avez les 2 derniers registres qui sont les conflits de valeurs. Alors, conflit de valeurs, ça rejoint cette notion d'éthique aussi, de réaliser des activités qui soient en accord avec ses valeurs propres. C'est juste l'essentiel, quand même, à un moment donné, de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire, ce que je fais est en accord avec mes convictions, avec les engagements que j'ai pris et mes choix de vie aussi. Donc là, vous touchez à la question des valeurs personnelles, mais aussi des valeurs d'une structure à laquelle vous appartenez. Qu'est-ce qu'on défend ? Qu'est-ce qu'on met en numéro 1 des priorités sur la qualité des soins, la qualité des accompagnements Voilà, il y a des choses à définir, il y a des choses à remettre en débat. Et je pense que dans les rapports sociaux au travail, aujourd'hui, c'est certainement une des clés d'entrée majeures. Il ne suffit pas de dire il faut mieux communiquer, il faut se réunir, travailler davantage ensemble. Oui, mais comment ?
Il y a des fois des organisations dans lesquelles la conclusion qui est vite tirée, c'est de dire on va rajouter des réunions parce qu'on ne se coordonne pas suffisamment. Erreur, ça peut être l'effet inverse. La réunionnite aiguë, tout le monde vient à reculons, on ne voit aucun sens, aucun intérêt, on perd son temps plus que d'avancer. Donc, on n'a peut-être pas toujours poussé le débat suffisamment loin. Il y a des temps qui existent, mais qu'est-ce qu'on y fait ? Les temps de réunion qui sont exclusivement descendants, on ne partage pas sur la pratique, on ne partage pas sur nos périmètres, et du coup, la notion de qualité que l'on défend collectivement, ces réunions-là, je ne suis pas sûr qu'elles répondent aux réelles attentes sur le terrain. C'est un exemple. Le dernier point, que vous voyez à l'écran, la notion d'insécurité qu'on peut retrouver à la fois par rapport à l'emploi. Je rejoins, moi-même, je suis travailleur non salarié, donc j'entendais tout à l'heure les échos sur pas mal de parallèles avec le fait d'être en libéral, etc. La notion d'insécurité, elle est aussi à relier, au-delà des questions d'emploi, sur l'insécurité par rapport au travail. C'est-à-dire de se poser la question des certitudes, incertitudes et des craintes que l'on a sur l'évolution de son propre métier. La question n'est pas tant de se dire est-ce que j'aurai un boulot dans quelques années, mais quel travail ? Ça évolue de telle manière que ça m'interpelle sur le contenu même de mes tâches et est-ce que j'aurai les compétences pour le faire ? Donc, vous tirez pas mal de fils comme ça. Ça veut dire la formation, ça veut dire les échanges de pratiques entre pairs, ça veut dire énormément de sujets à questionner pour essayer de rassurer et créer un cadre sécurisant. J'ai débordé de 2 minutes, je conclus. Comme ça laissera place aux questions. J'avais juste, c'est pour donner le penchant, on parle aussi beaucoup aujourd'hui de qualité de vie au travail. Parfois, je vais être honnête là-dessus, parfois on parle de QVT, mais en fait, ce sont des démarches purement de prévention, voire de gestion des RPS, mais ça fait bien de parler de QVT, c'est plus constructif, qualité de vie au travail, etc. Sauf que des fois, il y a un réel enjeu de fond. Toutes les structures ne sont pas dans des situations d'urgence et d'alerte. Qualité de vie au travail, simplement, pour moi, il peut y avoir, je ne dis pas que c'est toujours le cas, il peut y avoir un autre paradigme. Ce n'est pas une entrée par risque pour dire qu'est-ce qu'on fait pour limiter le risque d'atteinte à la santé, c'est une entrée pour se dire qu'est-ce qu'on peut développer pour construire aussi la santé. Je reste convaincu, même si le terrain, des fois, me prouve facilement le contraire, je reste convaincu que via le travail, on peut aussi développer sa santé, apprendre un certain nombre de choses, trouver du sens, etc. Si c'est bien utilisé, on peut utiliser ce genre d'outils pour ça. Et là, vous voyez une dynamique qui est différente. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui pêche. Je vous présente ici, alors je ne les sors pas de mon chapeau, je vous mettrai des références, mais un certain nombre de champs qui peuvent permettre de développer sur le sentiment d'appartenance, sur la reconnaissance entre pairs, sur la clarté des processus. C'est là où, quand vous m'avez demandé d'intervenir sur des questions d'organisation, je me suis dit, j'ai pensé à toutes les missions où j'ai travaillé aux côtés de médecins, et dans lesquelles, finalement, ce sont des sujets qui sont assez facilement ressortis, et sur lesquels on a plus de mal à aller. On détecte les symptômes, mais remonter aux causes, c'est une autre paire de manches. Et ça touche au dialogue social, aux capacités qu'on a à mettre en discussion, etc. Je conclus, promis cette fois-ci. Il me semble que pour travailler sur le sujet, mais ça c'est une conviction qui m'est propre, et c'est lié aussi au positionnement qu'on peut tenir dans ma structure, on essaie de bien distinguer la question des symptômes, qui peuvent être extrêmement variables d'une personne à l'autre. On a tous des ressentis différents dans des situations qui, a priori, sont identiques. Nous, la seule manière qu'on a trouvé de travailler dessus, c'est de décaler le débat, non pas sur les conséquences qui, encore une fois, au niveau interindividuel, sont extrêmement variables, mais d'arriver à remonter au débat sur le travail. C'est comme si je vous demandais de prendre ma place aujourd'hui pour présenter quelque chose sur le sujet. Vous allez tous avoir des réactions qui, je l'imagine, seront extrêmement différentes. Pour éviter de vous mettre dans cette situation de stress pour certains d'entre vous et peut-être pas d'autres, le vrai débat, il n'est pas sur est-ce que vous êtes stressé, est-ce que vous ne l'êtes pas. Le vrai débat, c'est dans quelle situation je vous mets. Pas prévenu, je ne m'assure pas que vous ayez les compétences pour le faire, je ne définis pas clairement le mandat que je vous donne, je vous préviens en urgence au dernier moment, etc. Il y a une situation dans laquelle je vous mets qui, elle, pose problème. Et donc, ça demande vraiment un décalage sur des choses concrètes. Il faut arriver à discuter du concret pour parler des RPS. Et il faut vraiment sortir des généralités qu'on trouve dans tous les bouquins qui vous disent qu'il faut mieux conduire le changement, mieux communiquer et équilibrer la charge de travail. C'est vrai, mais comment ? Et on va rarement jusqu'au comment. Voilà. Je vous laisserai réagir. Merci beaucoup pour votre intervention. Pour finir notre atelier, nous allons nous orienter notre focus sur vous, internes. Être interne, c'est à la fois être étudiant et professionnel. Nous devrions tous avoir des consultations dédiées en médecine du travail. Alors, j'aimerais bien vous interroger sur
qui est vraiment allé en médecine du travail ou qui a vraiment un médecin traitant déclaré. Tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Posez-vous la question et réfléchissez-y. Vous, internes, vous êtes les médecins de demain et avec votre formation, ce sont de nombreuses perspectives en termes de prévention qui s'ouvrent à vous. Professeur Richard, au sein du ministère, vous travaillez plus spécifiquement sur des actions de prévention et de promotion de la santé. Lorsque l'on s'adresse à des internes, quelles pistes peuvent être mises en application pour améliorer leur bien-être? Professeur Richard, la parole est à vous. Bonjour, merci beaucoup à l'ISNAR pour son invitation. Donc, je suis effectivement très heureuse de pouvoir représenter ce matin le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et dans le doute sur le fait que la multiplication de PowerPoint puisse être un facteur de stress, j'en ai pas amené. Donc je vais essayer néanmoins de tenir mon temps de parole et de vous passer à un certain nombre d'éléments, d'informations sur nos réflexions actuelles. Vous dire d'abord que nous avons pleinement conscience des difficultés de santé importantes des étudiants en général, des difficultés de santé qui sont en particulier des difficultés de santé mentale, mais pas que, et au sein des étudiants en santé en particulier, et j'inclus dans le terme étudiants en santé à la fois tous les étudiants en médecine interne compris, mais bien évidemment aussi tous les étudiants apprenant un autre métier de la santé avec lequel vous partagez un certain nombre de situations compliquées. Et on a vu dans les interventions précédentes que dans les réponses qui étaient apportées, il y en avait d'ailleurs un certain nombre qui étaient communes à différentes catégories de soignants. La prise de conscience de l'importance des difficultés de santé des étudiants, en particulier contribuer à mettre en lumière ces éléments-là dans le plan national de vie étudiante et à proposer des éléments d'amélioration de leur protection sociale. S'il y a des éléments communs à l'ensemble des étudiants, il y a aussi un certain nombre d'éléments qui, eux, sont plus spécifiques des étudiants en santé, qui, très tôt, finalement, dès qu'ils commencent leur stage, vivent dans une espèce de double contrainte, étudiant et professionnel. Je l'exprime autrement, la contrainte d'être un étudiant parce qu'il y a cet élément commun à la vie d'étudiant qui est un examen à un moment ou à un autre, et la contrainte propre à un salarié qui est de devoir expliquer à l'équipe quand est-ce qu'on va partir en vacances et obtenir une autorisation pour ça. Et il n'y a finalement pas tant de groupes sociaux qui sont devant les deux contraintes ou sous les deux contraintes de façon associée, et c'est probablement une difficulté à laquelle il faut qu'on réfléchisse de façon particulière. Deuxième point, ça a été largement dit avant moi ce matin, je ne vais pas y insister, mais c'est évidemment un élément en toile de fond de tout le reste. Cette activité professionnelle n'est pas une activité comme les autres, et le fait d'être effectivement du matin au soir confronté à des gens qui ne vont pas bien, c'est pour ça qu'ils sont venus vous voir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien, et ben, ce n'est pas une activité professionnelle de la même nature qu'une autre, et ça constitue un risque particulier. Et puis enfin, et probablement en lien avec l'élément précédent, vous vivez dans des milieux professionnels et d'études qui ont des cultures particulières, et ces cultures particulières comprennent probablement, elles aussi, un certain nombre de risques. On sait que c'est des milieux, ce n'est pas les seuls, mais c'est des milieux où il a été particulièrement difficile de lutter contre les pratiques de bizutage, par exemple, c'est sans doute pas par hasard. On sait aussi, et on vous a parlé du gala tout à l'heure, je vais vous en reparler à nouveau, on sait aussi que c'est des milieux étudiants dans lesquels les comportements d'alcoolisation massive restent particulièrement prégnants auprès de jeunes qui ont toutes les informations sur les risques et qui pour autant les prennent. Donc effectivement, le gala peut être une occasion de facteur protecteur, ça vous a été suggéré tout à l'heure. Par ailleurs, il n'est pas normal ou souhaitable de ne pas se rappeler ce qu'on a fait entre 1h et 2h du matin.
Tous ces éléments, donc, à la fois communs aux étudiants et propres aux étudiants en santé, conduisent à des chiffres qui sont indiscutablement alarmants. Ils ont été rappelés ce matin. Il faut toujours prendre les chiffres avec un peu de précaution et regarder exactement comment ils ont été mesurés, mais ils sont tellement alarmants qu'il n'y a aucun doute qu'ils traduisent une réalité. Alors ensuite, il faut effectivement qu'on arrive collectivement à passer à la deuxième étape, qui est de décortiquer les éléments causaux de cette réalité et de proposer un certain nombre de solutions. Et c'est la raison pour laquelle les deux ministres, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et la ministre des Solidarités et de la Santé, ont commandé sur ce sujet un rapport dont je ne vous donnerai pas les conclusions parce qu'il n'a pas encore été remis, mais qui devrait leur être remis dans les prochains jours et à partir duquel il faudra qu'on décortique, et on ne le fera pas sans vous, bien évidemment, ce qu'il y a dans ce rapport et surtout les solutions qui peuvent être mises en place. Donc je ne vais pas vous donner un catalogue de mesures ou de solutions, puisqu'on attend le rapport pour réfléchir et le faire avec vous, mais je peux malgré tout vous donner un certain nombre de grandes catégories dans lesquelles on pourrait ranger ces solutions. Et pour la simplicité du propos, je les ai réparties en deux catégories, celles qui ont plus lieu à l'environnement universitaire et à ce qui se passe dans la formation, dans la partie la plus théorique de la formation, et celles qui ont plus trait à ce qui se passe dans les stages, même si la distinction entre les deux est probablement quelque chose d'un petit peu artificiel. En ce qui concerne les études de santé et par rapport à d'autres cursus d'études, elles sont caractérisées par un contexte incroyablement standardisé et serré. Par des organisations en tunnel, on rentre à un moment, on sort en bout, il n'y a pas de passerelle ni pour rentrer ni pour sortir. Le cursus, il est défini selon des standards nationaux de façon relativement rigide. Et puis vous savez bien qu'en ce qui concerne les études de santé, et les études de médecine, il a la caractéristique d'être défini par un concours au début et quelque chose qui ressemble à la fin, ce qui est quand même une situation relativement particulière. On peut donc imaginer que dans les solutions qu'il va falloir qu'on déploie ensemble, il y a tout ce qui permet de desserrer cette ambiance tragédie grecque et d'y introduire un peu plus de souplesse, un peu plus de respiration, un peu plus de diversité. Je vais me risquer éventuellement même un peu plus de fantaisie et de considérer que le droit à l'orientation, à la réorientation, à aller faire autre chose, n'est pas le synonyme d'un échec, mais le fonctionnement normal d'un système qui respire. Aujourd'hui, quand un étudiant en médecine, on va prendre un exemple, 3e année, va voir quelqu'un, genre par exemple vous, qui êtes l'interne de médecine générale du stage où il a été affecté, pour dire qu'il ne se sent pas très bien dans les études de médecine, que finalement, il avait dit oui à ses parents devant le frigo, puis il était très brillant, il a été reçu, il ou elle, mais qu'au fond, il avait éventuellement aussi d'autres choix en tête. Le plus probable, alors pas vous qui êtes des internes extrêmement bienveillants et sensibilisés à la question, mais le plus probable, c'est qu'il va obtenir un « t'es pas fou », avec tout ce que tu as fait, tu as été reçu au concours, fait un métier formidable, machin, etc. Et maintenant, tu voudrais te demander si finalement l'histoire de l'art, c'était pas une bonne idée. Bon, la discussion, il va même pas y avoir d'espace dans la discussion. Et la probabilité, s'il rentre chez lui, ça va être pareil. Et comme en fait, il a intuité tout ça, il a d'ailleurs jamais posé la question. Donc vraiment, il faut qu'on arrive à ce que le fait que tous les étudiants en santé finissent le cursus qu'ils ont commencé soit pas considéré comme un critère de qualité, mais si ce taux est trop élevé, comme un critère que toutes les portes sont bien fermées et que personne n'ose en partir parce que c'est pas possible que tout le monde soit exactement dans la bonne boîte du premier coup. Donc ça, je pense que c'est vraiment un effort qu'il faut qu'on fasse collectivement et c'est vraiment un changement de logiciel et de façon de voir les choses qui est important.
On lira donc le rapport que nous remettra Madame Marat, mais aussi le rapport qui a été commandé sur le second cycle et l'ensemble du processus d'évaluation de la réforme du troisième cycle, un petit peu avec cette grille de lecture en tête. Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut desserrer ? Comment est-ce qu'on peut faire bouger le système, mettre de la liberté dedans, permettre à des gens ayant des profils différents de s'y trouver mieux ? Deuxième question, celle du travail en stage et celle de l'organisation de cette activité et de sa supervision. Il a déjà été dit ce matin qu'il y avait une question cruciale de formation des encadrants et la formation pédagogique de l'ensemble des enseignants, parce que ça ne se pose pas que pour les encadrants des formations en santé, ça se pose aussi dans tout un tas d'autres formations. La réelle formation pédagogique des encadrants et la valorisation de l'activité pédagogique fait partie des priorités du ministère. Le respect du temps de travail, bien évidemment que quand on est fatigué, qu'on perd ses clés, qu'on a perdu son dossier et qu'on a accroché son rétroviseur, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est préférable pour le patient qui arrive, qu'il soit pris en charge par quelqu'un de frais et dispo. Il y a la question de l'intérêt des activités et a été déjà un petit peu évoqué par l'orateur précédent, le fait qu'on commence quand même à savoir assez bien qu'est-ce qui conduit à ce que des activités soient motivantes. C'est qu'elles aient de la valeur. Ça, c'est probablement pas le problème principal dans notre environnement où on est tous assez convaincus de la valeur de ce qu'on fait. C'est que chacun ait une marge de manœuvre dans son travail. Et puis enfin, c'est qu'il a un sentiment de compétence, d'où l'extrême efficacité négative de tous les « t'es nul, tu sais pas », qu'il faut qu'on arrive à bannir de notre environnement universitaire en général et de santé en particulier. Alors, derrière, effectivement, ces deux grands champs, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'enseignement théorique, qu'est-ce qu'on peut améliorer en stage, il y a, et nous en sommes conscients, un certain nombre de questions qui relèvent de décisions réglementaires, etc. Et on les examinera, en particulier sans doute sur vos propositions, aussi à l'aune de leur efficacité sur cette question. Ensuite, la réglementation et les moyens ne peuvent pas tout. Et il y a, je pense que ça a été largement dit et incarné, je dirais, par les interventions précédentes, une responsabilité de chacun d'entre nous, et donc de chacun d'entre vous, pour sortir de ce que j'appellerais un bystander syndrome généralisé. Vous savez, le bystander syndrome, ça a été décrit initialement chez cette femme agressée dans une rue de New York, je crois que c'est New York, c'est peut-être un stéréotype de ma part, peu importe, et dont les vidéos ont montré qu'il y avait des tas de gens qui étaient là et qui n'étaient pas intervenus. Et on sait bien que finalement, plus il y a de gens autour, et plus la probabilité que personne n'intervienne est élevée, parce que finalement, pourquoi est-ce que les autres ne sont pas déjà intervenus? Bon, ben finalement, pas moi non plus. Il faut qu'on sorte de cette situation-là et il faut qu'on arrive à développer ce que j'appellerais des réponses proportionnées aux signaux faibles, c'est-à-dire effectivement la façon de se comporter quand on observe un comportement qui n'est pas exactement bienveillant, qui n'est pas absolument scandaleux non plus, mais enfin auquel il faudrait mettre terme maintenant par la réflexion, la prise de parole, etc., qui rappellerait à l'interlocuteur que là, il est en train de déraper un petit peu et que s'il revient dans le bon chemin, tout va se passer beaucoup mieux. Et aujourd'hui, collectivement, le milieu de la santé n'a pas ces comportements-là, ne sait pas faire ça. Et il faut qu'on apprenne de façon, effectivement, et j'ai beaucoup aimé, je ne sais plus dans laquelle de vos interventions c'était, mais j'ai beaucoup aimé l'idée que finalement, chacun d'entre nous devienne une forme de sentinelle pour les autres, de ressources, et qu'on arrive finalement à mailler l'ensemble de notre système de santé d'un certain nombre de sentinelles sur place. Alors c'est le rôle des pouvoirs publics que de donner des outils au système et de donner des outils aux sentinelles, mais après il faut aussi que chacun en fasse un petit bout. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai déjà mangé mon temps de parole. Et puis par ailleurs quand même, les filles, il faut y aller. Merci beaucoup pour toutes vos interventions.
Maintenant, la parole est à vous. Nous sommes simplement un petit peu pris par le temps, donc nous n'aurons la place que pour 1 ou 2 interventions, mais nous serons disponibles pendant un échange, si vous voulez, après, pendant la pause de midi, si vous voulez venir discuter avec nous sur le stand de l'ISNAR, IMG, nous serons disponibles pour vos questions. Donc nous avons une question à vous poser en ouverture de débat. C'est, selon vous, comment se sentir bien au travail? À vous, un micro va circuler dans la salle. Bonjour, merci pour cette table ronde et merci à l'ISNAR IMG d'organiser des tables rondes aussi au cœur de l'actualité. Pour répondre à la question de comment se sentir bien au travail, j'aimerais... c'est sûr que vous avez commencé à donner les clés par vos témoignages et par tout ce que vous apportez de comment on va pouvoir prendre en main notre organisation au travail pour réussir à se sentir mieux. Stéphane Buxom, dans son introduction, avait parlé aussi de la campagne « Didoc à ton doc », qui pour moi est une très bonne chose, une chose très importante. Je suis fille de médecin, je vis dans un travail, dans une situation que de médecin. Je n'ai pas de médecin généraliste. Je n'ai des parents qui n'ont jamais vu un médecin généraliste et un milieu où je ne connais personne qui a déjà vu un médecin traitant. Nous ne sommes, à mon avis, pas aptes à savoir quels sont les symptômes. Nous ne supportons pas l'automédication chez nos patients. C'est pas pour la faire chez nous. Et je pense que rien que nous-mêmes prendre la décision d'avoir un médecin généraliste, si plus est qui n'est pas un de nos copains, mais quelqu'un de totalement extérieur à nous, c'est déjà une démarche pour se sentir écouté et savoir prendre en charge sa santé dans un premier temps. Et c'est aussi des gens qui peuvent nous être sentinelles derrière, comme on l'a pu dire. Je ferai juste un aparté sur ce que vous avez dit, professeur Richard. Je suis très contente d'entendre parler de diversité et de fantaisie dans les études de médecine. Nous sommes confrontés face au DMG à un carcan et à un fléchage de l'ARS qui est insupportable. La réforme du 3e cycle que nous avons soutenue ici tous ensemble, mais malheureusement est un petit peu a encore poussé plus loin ce fléchage où nous sommes rentrés en tant qu'internes de médecine générale et nous devons faire que de la médecine générale libérale. Ce n'est pas vrai. La médecine générale est une modalité d'exercice différent où chacun peut faire sa cuisine, sa recette, parce que chacun ressent différemment le besoin d'aider les autres. Les interchus sont très importants. Ça n'existe pas. Nous avons dans notre propre à Nancy tous les interchus qui ont été refusés. Les stages à l'étranger pour pouvoir s'ouvrir ne sont que très difficilement accessibles aux internes. Nous avons la chance d'avoir des internes qui sont partis en Chine, mais c'est très rare. Donc merci d'ouvrir la porte à la diversité, qui est vraiment très important dans nos études. Merci pour votre remarque. Vous voulez parler de la campagne Didoc ? Donc oui, hommage à Max-André Dopia qui était à côté de nous depuis le départ à SPS. Il a vraiment, lui, compris qu'on devait travailler ensemble et monter ça. Et d'un son côté, il a monté Didoc à ton doc. Donc Didoc à ton doc, c'est que chaque médecin hospitalier d'abord, parce que lui il était hospitalier, doit avoir un médecin traitant en ville. Et donc moi j'ai récupéré mon premier médecin hospitalier là. Il ne savait même pas que ça existait, sauf qu'il était en train de se faire broyer par son patron de service pour aller le mettre dans 2 EHPAD et faire tourner, parce que la dame qui travaillait avec lui était déjà en burn-out, alors il était en train de le... Où je dis stop, n'accepte rien. Je te fous en arrêt 3 semaines et on en discute à la sortie. Et il a réussi à faire changer les choses avec son... Parce qu'il est venu discuter avec moi et on est parti dans ça. Donc Didoc à ton doc, c'est prenez vraiment, oui, un généraliste que vous ne connaissez pas, le pire que vous n'aimez pas, allez chez lui et vous pourrez lui dire tout et lui il vous suivra, parce que c'est son métier de vous suivre et c'est ça, Didoc à ton doc, qui devient international. Alors je ne sais pas à quelle vitesse les gens s'inscrivent, mais c'est cette thématique que Max-André a réussi à mettre en place avant de partir et je lui rends hommage. On peut l'applaudir, franchement c'est un mec génial. Merci.
On avait une deuxième question par ici, et après, je pense que ça sera le temps d'aller déjeuner. Oui, voilà. Bon, encore une fois, merci à tous. Et puis, je tiens à dire à celle qui vient de parler que je suis vraiment d'accord pour la question des interchus et des stages à l'étranger, parce que moi aussi, ça a été refusé d'office, au motif que oui, c'est bien joli d'avoir un projet d'ouverture, mais ce qui nous intéresse, c'est votre carrière. Et enfin, voilà, c'était très, très fermé, c'était irrémédiable. Donc, moi, je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur la double problématique en tant qu'étudiant et en tant que professionnel. Moi, il y a un sujet qui me touche, c'est la question du paternalisme et de l'infantilisation, parce qu'on en parle énormément finalement envers les patients, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de changer, le paternalisme à l'égard du patient, mais finalement j'ai l'impression que ce besoin de paternalisme s'est vraiment reporté sur les externes ou sur les internes. Et finalement, c'est vrai qu'il y a une vraie dualité entre un étudiant qui est un petit peu dans sa vie active, qui paye des impôts, qui doit payer un loyer, qui est payé moins d'1 euro de l'heure pour ce qui est des externes, et qui du coup a plein de choses à gérer, qui parfois habite tout seul pour la première fois. Et à côté de ça, on arrive à l'hôpital et on nous parle comme si on était parfois des enfants stupides à qui on peut vraiment dire les choses de façon très abrupte, alors que fondamentalement, la hiérarchie devrait vraiment rester strictement professionnelle et pas se marquer par des détails humains comme je m'assois sur telle chaise avant toi parce que c'est moi le chef et je te parle mal et je te tutoie alors que moi, je veux que tu me vois. Et des choses très... Et puis moi, je peux me permettre de te faire des remarques un peu sexistes, mais toi, non. Et voilà, je trouve que cette infantilisation-là, elle est pas assez questionnée encore à l'heure actuelle et pas forcément... pour les femmes, hein, pour tous les étudiants en médecine en général. Donc voilà, c'est juste une remarque. Merci. Est-ce que quelqu'un vous souhaitez rebondir ? Je pense qu'on partage tous ce constat-là. Je pense que ce que vous venez de dire, ça a allumé dans toutes les têtes une histoire au moins, probablement plusieurs. La question, c'est à partir de là, on fait quoi ? C'est-à-dire que les multiples petits comportements dont vous parlez, qui sont effectivement pas acceptables, ils sont difficiles à changer du haut d'une politique publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses qu'on puisse faire sur ce sujet-là, mais ça ne peut pas régler la totalité du problème. Et donc, effectivement, devant une remarque un peu sexiste, je ne parle pas des choses inacceptables, mais devant une remarque un peu sexiste, dont on sait bien que la répétition va faire le lit à la fois d'une perte d'estime de soi, etc. Les deux qui étaient à côté, est-ce qu'ils n'ont rien entendu mais rien dit, ou entendu et trouvé une façon de dire quelque chose qui permette de poser la situation autrement, et que finalement, celui ou celle qui vient de la faire se trouve juste celui qui est ridicule et qui n'a pas trop envie de recommencer. Et je pense que sur un certain nombre de petites choses, c'est ça collectivement qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors d'en parler, ça aide sans doute. Et puis après, demain matin, il faut que chacun fasse. Juste un petit complément, parce que comme vous le disiez, je pense qu'il faut arriver à un moment donné à redescendre au niveau du local et des particularités justement des organisations. Parce que typiquement, nous on rentre dans ma pratique sur des problématiques plutôt et des sujets collectifs, mais on détecte des situations de ce registre-là. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que parfois, avec le temps, on s'en rend plus toujours compte, on a fini par instaurer des organisations qui tolèrent aussi ce genre de comportement et qui le tolèrent et dans lesquelles on ne met plus en discussion parce que ça fait partie du quotidien et que ça devient presque acté. Et quand on travaille, nous, sur l'organisation, on s'aperçoit justement que ça nous permet aussi ce type de situation qui a l'air parfois anecdotique, qui a l'air, je dis bien, et on s'aperçoit vite que finalement c'est presque généralisé dans certains cas, que ça n'a jamais été discuté ou que ce soit, ou pire, parce que vous avez raison, je pense, de nuancer, c'est su, connu, remonté, mais jamais traité. Et donc ça renvoie à un gros sujet de fond, je pense, que vous avez abordé tout à l'heure, je me permets de faire écho. On parlait de la formation des managers, les questions d'encadrement, etc. Juste un point de vigilance, en tout cas, de ma petite fenêtre, c'est que bien trop souvent, on répond aux problèmes de terrain via de la formation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis juste que quand malheureusement on s'arrête là, on voit que les effets, ils ne sont pas énormes. Parce que derrière, ça ne vit pas, ce n'est pas incarné, et ce n'est pas recadré quand on sort aussi des éléments qu'on est censé avoir appris.
Et du coup, ça pose vraiment la question de comment ça vit dans la vie de tous les jours et qu'est-ce qu'on s'autorise à dire aussi et qu'est-ce qu'on nous autorise à dire. Merci. Je suis désolée, je pense qu'on va devoir arrêter là au niveau des débats. Je sais que c'est passionnant, mais voilà, on pourra en discuter après. Vite fait, vous n'avez pas de médecin traitant. Je suis votre médecin traitant aujourd'hui. Alors je vais vous demander, parce que You et moi, on a osé dire qu'on avait eu des idées suicidaires. Donc c'est pas de lever la main parce que vous avez peur d'être stigmatisé, mais de dire à votre copain d'à côté, eh bien oui, j'en ai eu dans ma vie, moi. Et comme ça, vous aurez déjà votre sentinelle pour aller manger. Voilà. Alors, on voulait faire passer un dernier petit message pour conclure cet atelier de notre congrès, pour vous rappeler qu'être responsable, c'est prendre soin de soi, et en prenant soin de vous, vous prendrez mieux soin des autres. Nous vous rappelons également la campagne Dis-Doc, t'as ton doc, mais dont on a déjà parlé. Je souhaite personnellement adresser les sincères remerciements à vous, intervenants, pour vos interventions riches et très intéressantes, je pense, pour tous. Merci à Antoine Bourgeois, trésorier de l'ISNAR-IMG, et Benjamin Bernichon, responsable de la formation interne de l'ISNAR-IMG, pour leur aide à la préparation de cet atelier. Merci au Bureau national de l'ISNAR-IMG pour avoir aider à contribuer à vous apporter cet atelier qui, je pense, a été de qualité pour vous tous. Et merci au FARA IMG pour l'organisation de ce congrès. Je tiens à rebondir sur le gala. Nous, effectivement, ça va être pourvoyeur de bonheur et de bien-être au travail puisque vous serez dans les bonnes conditions. Et l'ISNAR-IMG a pensé à vous avec des éthylotests. Voilà, nous avons...